maintenant on va revenir sur les démonstrations de la loi de Kepler, sur les lois de Kepler. Donc on va faire étape par étape. Pour l'instant, je vais le faire sur un satellite qui tourne autour de sa planète, mais on peut le faire de la même façon autour d'une planète qui tourne autour du Soleil. Donc je vais déjà me placer dans ce qu'on appelle, je vais le marquer ici, approximation, trajectoire circulaire. Ça veut dire que même si les trajectoires des planètes autour du Soleil ou les trajectoires des satellites autour d'une planète sont très légèrement elliptiques, ce sont presque des cercles. Quand même. Ça veut dire que là, vous avez le centre du cercle, là, vous avez le foyer de l'ellipse, vous avez les deux foyers, dont le Soleil. Voilà. Hop. On va le mettre sur l'axe quand même. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'excentricité d'une ellipse, c'est-à-dire cette petite distance, la distance du centre à l'un des foyers qu'on va appeler petit c, et ça, donc qui est le demi-grand axe A, on a ce qu'on appelle l'excentricité d'une ellipse, qui est notée E, c'est C divisé par A. Et si E tend vers 0, on a un cercle, parce que les deux foyers vont se confondre avec le centre. Donc plus E tendra vers 0, plus on aura une trajectoire circulaire. Et pour les planètes, elle est proche du 0,0001%. Donc c'est très proche. On peut faire une approximation des trajectoires circulaires. Dans certains exercices, ce sera dit. Et ce sera précisé dans certains exos, comme on l'a vu, où on parle de trajectoire elliptique. Et là, on ne pourra pas faire l'approximation. Mais généralement, c'est dit et on pourra faire l'approximation des trajectoires circulaires. Donc, trajectoire circulaire. Une planète avec son centre et un satellite qui est là, qui tourne en orbite. On va l'appeler S pour Sat, entre parenthèses S, pas confondre avec le Soleil. Et ça, c'est le centre de la planète P. Je vais appeler cette distance-là, on va le faire pour la Terre, mais ça pourrait être pour n'importe quelle planète. Je vais appeler ça RT, c'est le rayon de la Terre. Je vais appeler ça H, qui est l'altitude du satellite. Et cette distance totale, RT plus H, je vais l'appeler grand R. Donc, grand R est égal à RT plus H. La trajectoire que l'on va étudier, c'est bien celle du satellite. Donc le rayon qui nous intéresse, c'est bien ça. Après, si on veut l'altitude ou le rayon de la planète, ça sera facile. Voilà, donc on est dans l'approximation d'une trajectoire circulaire. On sait que dans une trajectoire circulaire, on peut tracer ce qu'on appelle le repère de Freinet. Ça, je vais l'appeler U de T. C'est la composante tangentielle. Et ça, je vais l'appeler U de N. C'est la composante normale. C'est le vecteur normal qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc, on a ici U de T qui est collinaire à V. V, toujours comme ça. Alors, on va faire le bilan des forces, l'inventaire des forces. À quelle force est soumis le satellite? Le satellite est soumis
à ce qu'on appelle F, la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur le satellite. Et F de t sur s, c'est un vecteur, c'est une force, c'est égal à grand G, qui est la constante universelle de gravitation, multiplié par grand M, qui est la masse de la Terre, multiplié par petit m, qui est la masse du satellite, sur grand R au carré. Pourquoi grand R? Parce que c'est la distance entre leurs deux centres de gravité qui nous intéressent. Donc entre le centre du satellite, qu'on négligera bien sûr, puisqu'il fait que quelques mètres, le satellite, jusqu'au centre de la Terre, et pas jusqu'à sa surface. Donc c'est grand R qui nous intéresse. Donc sur R2. Et on a un vecteur à gauche, il nous faut un vecteur à droite. Donc, la force d'attraction gravitationnelle, elle pointe bien vers le centre, ici. Vers le centre de la Terre. F de t sur s. Voilà. Donc, il nous manque un vecteur. On peut voir que cette force que la Terre exerce sur le satellite est collinaire à U de n. Même direction, même sens. Donc on peut mettre que c'est fonction du vecteur U de n. Et encore une fois, ce n'est pas une valeur, c'est juste pour indiquer la direction d'un vecteur. Comme il nous faut on a un vecteur à gauche, il nous faut un vecteur à droite, on indique juste la direction. Et quand on partira sur les valeurs numériques, on pourra l'enlever. On enlèvera la flèche ici, donc U de n disparaîtra complètement. Ça ne sert encore une fois que de direction. Maintenant, si on applique la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de quantité de mouvement par rapport au temps. C'est égal à m fois a. Donc on a l'accélération. M fois l'accélération sera égal à tout ça. AF, on va décomposer, pardon. Il n'y a qu'une force qui est soumise au satellite, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Donc c'est égal à grand F t sur S. Et c'est donc égal à grand G M petit m sur R au carré U de n. Et là, vous avez petit m, la masse du satellite des deux côtés, par laquelle on peut simplifier. Donc on aura l'accélération qui vaudra grand G m sur R2 fonction de U de n. On a donc une accélération qui est fonction de U de n, c'est-à-dire qui n'a une composante normale. Elle ne dépend que du vecteur U de n. Maintenant, je vais pouvoir effacer. Hop, je fais de la place, désolé. Si on calcule l'accélération, si on prend l'accélération dans le repère de Freinet, on a dit que l'accélération, c'était l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. L'accélération tangentielle, on sait que c'est dv sur dt, fonction de u de t. Pourquoi? On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et la vitesse est collinaire à u de t, donc on sait que ça ne dépend que de u de t. Et je vous ai dit que l'accélération normale, donc qui pointe vers le centre, ça je vous l'ai donné, c'est v2, v au carré, sur grand R, et ça dépend que de u de n. Voilà. Donc d'un côté, on a une accélération qui dépend de u de t et de u de n, et de l'autre côté, on a une accélération qui ne dépend que de u de n. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'on va démontrer
que l'accélération, dans certaines questions, on vous demandera dans l'approximation de trajectoire circulaire de montrer que le mouvement est circulaire, mais surtout uniforme. Donc uniforme, encore une fois, c'est vitesse égale constante. Donc la seule façon pour que la vitesse soit constante, c'est que l'accélération soit égale à 0. Donc l'accélération tangentielle, pour que V soit constante, il faut absolument que dV sur dt soit égal à 0. Comme ça, l'accélération tangentielle est nulle. Donc, si dV sur dt égale 0, ça n'existe plus. On a bien une accélération qui ne dépend que de U de n. Donc, ça vous dit que l'accélération ne dépend que de U de n, donc dV sur dt doit être égal à 0. Donc, on a vitesse constante, donc mouvement uniforme. Et on sait qu'il est circulaire. Voilà. Et c'est là qu'on va pouvoir égaler, donc, enfin, et enlever nos vecteurs U de n. On sait que V2 sur R, alors je laisse pour l'instant pour que vous voyez, on a bien V2 sur R fonction de U de n est égal à grand G M sur R2 fonction de U de n. Voilà. Donc on a bien une égalité qui dépend des deux côtés de U de n, donc pas de problème. Voilà. Maintenant on va pouvoir enlever U de n. On va avoir V au carré sur R est égal à grand G, grand M qui, je vous rappelle, est la masse de la planète, sur R2. On veut sortir la vitesse, donc on va isoler la vitesse, ça nous donne V au carré est égal à grand G M R sur R2. On simplifie. Donc V2 est égal à Gm sur R. Voilà. Donc voilà. V est automatiquement égal à grand Gm, racine de grand Gm sur R. Et ça, c'est l'expression de la vitesse. Et encore une fois, on le voit, plus R est petit, donc proche de la planète, plus la vitesse augmente. Inversement, plus R est grand, plus la vitesse diminuera. Donc on le retrouve bien ici. Donc, maintenant, on va continuer, on va donner l'expression de la période. La vitesse, c'est d sur t. On est d'accord. Classique. T, dans notre cas, ça sera la période grand T. Période, c'est le temps que va mettre le satellite ou la planète pour faire le tour. Et d, on a dit que c'était la circonférence d'un cercle. On a dit que la circonférence d'un cercle, c'était 2π multiplié par le rayon de ce cercle. Donc ici, c'est grand R. Donc 2π grand R. Voilà. Je veux T. T est égal à 2πr sur V. Il suffit de remplacer V par son expression là-haut. 2πr sur racine de grand G grand M sur R. Et si on n'est pas à l'aise avec la racine, on peut tout de suite élever T au carré. T2. Je vais enlever ça pour faire de la place. Voilà. T2 sera égal à 4π au carré R2 sur grand G grand M sur R sera égal à 4π carré R au cube sur grand G grand M. Et au miracle,
On retrouve ici R, je le fais passer en dessous. On retrouve donc T2 sur R3 est égal à 4pi au carré sur grand G grand M. On a dit tout à l'heure que la troisième loi de Kepler nous disait que grand T sur T au carré sur A au cube était égal à une constante. Bah, ici, A, c'est quoi? On est dans un cercle, donc c'est forcément le rayon, est égal à 4pi au carré sur grand G grand M. Voilà. Donc, on voit bien que la vitesse, tout à l'heure, on voyait qu'elle ne dépendait pas de la masse du satellite, elle ne dépend que de la masse de l'astre et de sa distance. Ici aussi, hein, la masse du satellite n'intervient nulle part. Voilà. Donc, maintenant, si on veut la valeur de t, bah, je l'avais élevé au carré, je peux réenlever. C'est ici, t sera égal à 2pi, 4pi carré, je le sors d'office de la racine. Racine carrée de R3 sur GM. Et ça, c'est la valeur de la période de révolution. Voilà. Il n'y a que ça. Et tout le chapitre, c'est jongler entre cette accélération, cette vitesse, cette constante, cette période. C'est uniquement ça. Et maintenant, on va faire 2-3 exercices.